Pour commencer cette immersion, aujourd'hui, on va plonger dans les méandres des archives de Los Angeles. Ouais, un système gigantesque quand on y pense. C'est ça. On parle d'une administration qui gère les dossiers de plus de 4 millions de personnes. Et au milieu de tout ça, il y a une catégorie très très spécifique. Une catégorie qu'on pourrait qualifier de terrifiante même. Absolument. C'est le dossier qu'on ouvre quand toutes les autres options ont échoué, quand toutes les portes sont fermées et que vraiment toutes les familles d'accueil ont dit non. L'administration appelle ça le père de dernier recours. Le père de dernier recours. Et ce qui est fou dans les documents qu'on analyse pour cette exploration, c'est que ce titre officiel, il n'appartient pas à un hôpital ou un département spécialisé. Non, ça appartient à un seul homme. Exactement. Un immigré libyen de 71 ans. Il est de confession musulmane, il s'appelle Mohamed Bedzek et il vit dans une petite maison super silencieuse dans la banlieue d'Azusa. L'ironie mathématique de cette situation est juste vertigineuse, tu sais. On est dans l'une des mégalopoles les plus riches du monde. Ouais, et la plus peuplée aussi. Et pourtant, quand on en arrive aux cas les plus désespérés du système de placement familial, l'entonnoir se resserre sur une seule unique personne. Parce qu'il faut préciser que Mohamed accueille exclusivement des enfants en phase terminale. C'est ça, des enfants lourdement handicapés et surtout abandonnés. Le corps médical a déjà prononcé une sentence définitive pour eux. Donc on sait qu'ils ne survivront pas. Voilà, le système le sait très bien. Et Mohamed, c'est vraiment le dernier filet de sécurité qui empêche ces gamins de mourir tout seuls dans une chambre hospitalière anonyme. Pour bien comprendre comment on peut s'engager dans un truc pareil, il faut vraiment regarder son parcours. Parce que les documentaires et les textes qu'on a rassemblés, ils ne décrivent pas du tout un homme prédestiné au martyre à la base. Pas du tout. En 1978, quand il arrive aux États-Unis, c'est juste un étudiant. Et un détail amusant, mais qui prend tout son sens aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, il était coureur de fond. Voilà, il avalait les kilomètres au bord de la Méditerranée, alors qu'aujourd'hui, il marche à peine. C'est ça. Il voulait le rêve américain classique, tu sais, la maison, le petit jardin, trouver un boulot, le schéma d'intégration typique, quoi. Il n'y a vraiment aucun signe d'abnégation totale au début. Tout bascule en fait en 1989, quand il rencontre sa future femme Dawn. Dawn, qui faisait déjà partie de ce système d'accueil. Exactement, mais dans une sous-catégorie très spécifique, l'administration appelle ça pudiquement les enfants médicalement fragiles. C'est un jargon administratif très doux pour cacher une réalité super violente, en fait. Totalement. Le système américain est conçu pour de l'accueil temporaire, avec l'espoir que l'enfant retourne dans sa famille. Mais ces enfants médicalement fragiles, eux, ils ont besoin de soins palliatifs 24 heures sur 24. Donc ça demande du matériel à domicile, une petite formation médicale et surtout... Surtout d'accepter l'imminence de la mort. La majorité des familles fuient devant ça et c'est tout à fait logique vu le poids émotionnel. Mais lui, au lieu de fuir, il épouse. Et en 1995, il se passe un truc à la table de leur cuisine qui me laisse, en tant qu'humaine, complètement perplexe. Ah, la fameuse décision de 1995. Ouais, ils décident consciemment et sans avocat que leur maison sera le lieu où les enfants viendront pour mourir. Je veux dire, d'un point de vue évolutif, notre cerveau est programmé pour fuir la douleur, non ? Absolument. On cherche ce qui favorise la vie. Alors quand 99% des gens veulent adopter un enfant en bonne santé pour le voir grandir, comment on désactive son instinct de survie pour signer une sorte de colocation avec le deuil absolu ? C'est fascinant sur le plan psychologique. D'habitude, chez les soignants, son palliatif, on voit ce qu'on appelle la fatigue compassionnelle. Une sorte de burn-out émotionnel. C'est ça, le soignant se détache pour ne pas sombrer. Mais Mohamed et Dawn, ils font exactement l'inverse. Ils ne mettent aucun bouclier en place. C'est vertigineux, ils savent dès le premier jour que ça va se terminer par une tragédie. Voilà. Ce n'est plus juste de l'empathie, c'est une restructuration totale de l'attachement. Ils s'investissent à 100% dans un lien avec une date de péremption imminente. Sauf que cette décision théorique, elle se heurte très vite à la réalité. Et de façon super brutale. Le documentaire s'attarde sur le 4 juillet 1991. Le jour de la fête nationale. Exactement. Le contraste est dingue. Dehors, c'est l'été, les feux d'artifice, les hot dogs, la liberté totale. L'insouciance à l'état pur. Et pendant ce temps-là, dans leur salon, une petite fille d'1 an atteinte de spina bifida est en train de mourir. L'image décrite est poignante. Mohamed sort de la douche, il a encore les pieds mouillés sur le carrelage et il tombe sur ce salon rempli de médecins essayant de la réanimer. Il va pleurer pendant 3 jours. Et je trouve que c'est le moment charnière parce que n'importe qui aurait dit « Ok, c'est trop, on arrête tout ». C'est le point de rupture classique où l'instinct de survie te hurle de fuir. Mais il ne ferme pas sa porte. Depuis ce jour, il a accueilli plus de 80 enfants en phase terminale et au moins 10 sont morts directement dans ses bras. C'est un niveau de résilience difficilement concevable. Et d'ailleurs, il y a un détail administratif dans le texte qui m'a marqué. Beaucoup de ces bébés arrivent chez lui avec des bracelets d'hôpital qui disent juste « baby boy » ou « baby girl ». Ouais, des numéros de série en fait, des entités totalement anonymes.
Mais là, je vais me faire l'avocate du diable une seconde. Face à un système médical complètement saturé, et sachant que ce bébé ne va vivre que quelques Tu te semaines, demandes si un prénom change quelque bah chose. oui, est-ce que s'asseoir pour lui donner un prénom, ça change son pronostic vital? Est-ce que c'est pas juste un symbole un peu dérisoire face à la machine? Alors, pas du tout. L'impact n'a rien de dérisoire. C'est le cœur même de la lutte contre la déshumanisation. Pourquoi le système utilise ces étiquettes, à ton avis? Pour ne pas s'attacher, j'imagine. Exactement. C'est un mécanisme de défense. Anonymiser l'enfant, c'est se protéger de l'obligation d'en faire le deuil plus tard. C'est le bouclier de l'institution. Ah, je vois. Donc, en choisissant un prénom Mohamed, force la reconnaissance de cet enfant. Voilà, en lui donnant une identité, il brise délibérément ce bouclier. Il oblige le monde, même si ce monde c'est juste son pédiatre et lui, à admettre qu'une vraie personne est en train de partir. Ce n'est plus un dossier qu'on ferme, c'est une âme qu'on pleure. C'est puissant comme acte de résistance. Et on pourrait se dire qu'il trouve cette force monumentale parce qu'il a une vie personnelle super stable, tu sais, une sorte de forteresse familiale pour recharger les batteries. Sauf que c'est tout l'inverse. Mais complètement. Les sources révèlent une réalité personnelle qui est mais écrasante. Son propre fils biologique, Adam, est né avec l'ostéogenèse imparfaite. La maladie des os de verre, oui. C'est d'une violence extrême. Ses os peuvent se casser juste en marchant ou même s'il éternue trop fort. C'est la tragédie ultime. Cet homme passe ses journées à bercer et serrer contre lui des enfants mourants, mais il ne peut même pas enlacer son propre fils de peur de le briser. L'ironie est cruelle. Et ça s'enchaîne. En 2015, il perd sa femme Dawn. Donc il se retrouve seul pour gérer tout ça. Et l'année suivante, en 2016, on lui diagnostique un cancer du côlon. Et c'est là que la faille de Los Angeles éclate au grand jour. Parce que quand les médecins lui disent qu'il faut opérer d'urgence, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il refuse. Ce qui illustre la paralysie totale du système de placement. Ouais, parce que s'il va à l'hôpital, l'enfant en phase terminale qui est chez lui n'a personne. Sur 4 millions d'habitants, le comté ne trouve pas un seul remplaçant. Pas un seul. Il met donc sa vie en danger parce qu'il est l'unique point de chute. S'il parle, la gamine retourne mourir dans la froideur d'un institut. C'est aberrant. Mais quand ils finissent par trouver une solution temporaire et qu'il se fait opérer, il y a cette scène incroyable. Il est seul dans sa chambre d'hôpital avec les bips des machines. L'isolement clinique total. Ouais, et c'est fascinant parce qu'au lieu de s'apitoyer sur son sort, de se dire «pourquoi moi?», il se sert de cette terreur pour comprendre ses enfants d'accueil. La douleur physique isole la plupart des gens. On se replie sur soi. Mais pour Mohamed, ça décuplait son empathie. Les textes disent qu'après cette opération, il a changé. Il ne dort plus que 2 ou 3 heures par nuit. Il surveille l'oxygène, les gavages, mais surtout, il leur parle. Il a compris dans sa chair que la nuit et le silence, c'est ce qu'il y a de plus terrifiant pour eux. Exactement. Et cette dimension intime de son histoire, elle prend une résonance encore plus forte quand l'une des sources la replace dans le contexte politique de 2017. Oui, alors attention, on va faire une petite pause méthodologique ici, pour ceux qui nous écoutent. C'est important, oui. Notre but, c'est juste d'analyser l'argumentaire des sources. On ne valide et on n'endosse aucune position politique, on fait juste qu'observer le contraste que l'auteur essaye de créer. Et le contraste narratif qu'il crée est saisissant. En 2017, le gouvernement américain débattait d'un décret très controversé pour interdire l'entrée aux ressortissants de plusieurs pays musulmans, Dont la Libye. dont la Libye, voilà. Donc l'auteur souligne ce paradoxe vertigineux. Pendant que tout le monde débattait de la menace que représentaient ces étrangers, le seul homme qui prenait soin des enfants américains dont personne ne voulait, c'était un musulman libyen. Le texte va même plus loin en invoquant l'histoire. Il fait des parallèles avec l'émir Abdelkader, qui a sauvé des chrétiens en 1860, Ou l'imam Mesli qui a caché des juifs à Paris pendant la guerre. tout ça pour montrer que la bonté transcende complètement les clichés, la géopolitique ou l'actualité sombre qu'on nous sert tous les jours. La dignité se mesure aux actes. Et pour ancrer ça dans le réel, le document se termine sur une anecdote avec une petite fille de 6 ans. Une enfant avec des pathologies très lourdes, microcéphalie, aveugle, sourde et des convulsions régulières. On lui donnait que quelques mois à vivre et elle a tenu 6 ans grâce à lui. Et lors de ces crises, il l'a collée contre lui et lui parlait en continu. C'est là qu'un journaliste lui pose une question très pragmatique et un peu froide d'ailleurs. Il lui demande pourquoi lui parler, puisqu'elle est sourde et qu'elle n'entend rien. Et Mohamed répond simplement « Elle a des sentiments, c'est un être humain ». Waouh. Mais tu sais, ça remet en question toute notre conception de l'altruisme. On dit souvent qu'en psychologie, l'altruisme pur, ça n'existe pas. On attend toujours un truc en retour. C'est la base de notre société, oui. L'amour transactionnel. Même les parents les plus dévoués, ils attendent un sourire, un progrès ou au moins un merci plus tard. En quoi cette phrase « c'est un être humain » vient exploser cette logique? Parce qu'ici, la réciprocité est médicalement impossible. Elle ne verra jamais son visage, elle ne lui dira jamais merci,
Il donne tout sans la moindre transaction. Aucun retour sur investissement émotionnel. Zéro. Quand il dit c'est un être humain, il détache complètement la valeur de la vie de son utilité. L'humanité n'est pas une compétence qu'il faut prouver, c'est juste une condition intrinsèque. C'est une critique silencieuse incroyable de notre vision utilitariste de la société. En gros, il ne prend pas ses gamins pour leur apprendre à marcher ou à s'intégrer. Non, il les accueille uniquement pour leur apprendre à partir. Et pour que ce départ soit fait avec chaleur. Ça coupe le souffle, en fait. L'histoire de Mohamed Bzik, c'est vraiment un sanctuaire d'humanité construit au milieu de l'indifférence générale. Ça nous met tous face à un miroir très inconfortable. On peut tous se dire « Ok, moi j'en serais incapable, c'est trop dur. Et c'est sûrement vrai, biologiquement parlant. » Ouais, mais si un homme seul, malade, fatigué et endeuillé trouve la force de voir l'humanité complète de ses enfants invisibles, dans notre quotidien à nous, qui est quand même beaucoup plus confortable, quel petit acte de reconnaissance de l'humanité de l'autre on choisit d'ignorer juste parce que ça nous arrange? C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Voilà, de quoi réfléchir. Merci d'avoir plongé dans ces archives.